les grandes découvertes et les premiers empires coloniaux, une mondialisation qui se fait au profit des puissances européennes. Bonjour chers amateurs d'histoire. Alors on avait vu précédemment comment au cours du 15e siècle, les puissances européennes commencent à se lancer à l'exploration du Nouveau Monde. Parmi celles-ci, principalement l'Espagne et le Portugal, qui sont les pionniers de ce mouvement de grande exploration. Et justement, même si par la suite d'autres puissances commencent à entrer dans le bal, comme les Français, les Anglais ou les Hollandais, toutes des puissances qui sont situées sur l'Atlantique, néanmoins, les Portugais et les Espagnols ont l'avantage, ils ont commencé en premier et ils vont vouloir éventuellement consolider tout ça avec un traité qui va faire beaucoup jaser et qui ne sera pas reconnu par tous, le fameux traité de Tordesillas. Au lendemain des grandes découvertes, du moins dans les premiers temps de celles-ci, les Portugais voulaient évidemment s'assurer le monopole des vastes territoires qu'ils avaient explorés. La préoccupation était semblable aussi du côté des Espagnols. Alors, les Espagnols et les Portugais vont s'adresser au pape, qui est Alexandre VI à l'époque. Alors, le rôle du pape ici sera d'arbitrer, parce que c'est la principale autorité spirituelle en Europe et qui joue un rôle politique indéniable. Donc, le pape a le statut pour jouer le rôle d'arbitre. Et que va-t-il faire, Alexandre VI, le pape de l'époque? Il va tout simplement se faire donner une carte et une plume. Il va tracer une longue ligne qui va d'un pôle à l'autre. Et il déclarer, à partir de ce moment-là, que toutes les terres découvertes à l'ouest appartiennent désormais à l'Espagne et toutes les terres qui sont à l'est de cette ligne vont revenir au Portugal. Alors, le découpage se fait ainsi. Donc, le traité de Tordesillas qui a lieu en 1494, eh bien, ça laisse au Portugal l'Afrique, l'Asie et le Brésil. Notez en passant que ça se passe en 1494, donc 4 ans avant que Vasco de Gama atteigne même les Indes. Donc, on n'a pas encore découvert l'Asie par la nouvelle route qu'on est en train d'entreprendre du côté des Portugais, mais déjà, le pape détermine que l'Asie appartient désormais comme zone d'influence aux Portugais. Et du côté de l'Espagne, on obtient toute l'Amérique, sauf le Brésil, qui va être exploré par les Portugais à cette époque-là. Donc, le résultat est le suivant, 2 ans après la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb, alors qu'on ne sait même pas encore que c'est un nouveau continent, alors le partage a déjà été fait et il a été décidé par le pape lui-même. Et évidemment, on a négligé de consulter les personnes qui habitent ces territoires. Alors, les Africains, les Sud-Américains ou les Asiatiques qui se retrouvent maintenant sous influence européenne, eux qui n'ont probablement, pour l'immense majorité d'entre eux, jamais vu d'Européens, certains ne connaissent même pas leur existence, ils se retrouvent maintenant sous zone d'influence des Espagnols et des Portugais. Mais il n'y a pas que les indigènes, les autochtones des différentes régions qui n'ont pas été consultés. Le reste de l'Europe ne l'a pas été non plus. Alors, les Français et les Anglais sont très mécontents de la tournure des événements et ils ne reconnaîtront jamais ce traité, le traité de Tordesillas. Alors, pour la suite des choses, même si on reconnaît une certaine autorité au pape, les Français et les Anglais passeront outre les commandements du pape. C'est ainsi que sur ces bases-là, les Portugais vont commencer à élaborer ce qui sera plus tard leur propre empire colonial. Alors, les Portugais ont comme objectif de faire de l'océan Indien une mer portugaise. Alors, ils bloquent l'accès de la mer Rouge aux Vénitiens et aux Arabes, et on assiste par la même occasion au début du déclin de Venise, dont la zone d'influence diminue avec le temps. Et d'autre part, les Portugais vont établir une chaîne de comptoirs commerciaux sur les côtes d'Asie et dans les îles jusqu'en Chine. Qu'est-ce que c'est qu'un comptoir commercial? C'est comme une petite ville portuaire où est-ce que les navires peuvent s'arrêter pour s'approvisionner et faire du commerce par la même occasion. Donc, vendre des marchandises qu'ils transportent, en acheter d'autres qui sont disponibles sur place pour aller les vendre plus loin. Donc, tel est un comptoir commercial. Et donc, ils établissent plusieurs comptoirs commerciaux au travers de ces
cet empire naissant. Alors, l'idée étant d'avoir des lignes d'approvisionnement de façon régulière pour les navires pour qu'ils puissent faire une traversée, un voyage plus sécuritaire. Et donc, comme ça prend assez peu de temps pour établir des comptoirs commerciaux, l'Empire portugais va s'établir en moins de 20 ans. Et très rapidement, le Portugal va devenir un pays incroyablement riche parce qu'il jouit d'un quasi-monopole pour les produits orientaux comme la soie ou les épices. Alors bien sûr, les Vénitiens y ont encore accès, mais par une route traditionnelle extrêmement coûteuse, alors que cette route fondée par les Portugais est beaucoup moins onéreuse, beaucoup moins coûteuse. Donc, s'établit à cette époque-là les bases de l'Empire portugais. Mais il faut être conscient d'une chose, c'est que cet Empire portugais est très fragile. Alors pourquoi? Premièrement, parce que l'Empire portugais est établi seulement sur les côtes à travers les comptoirs commerciaux. Donc, il n'y a pas de prise de possession par les Portugais de l'intérieur des terres, que ce soit en Afrique ou en Asie. Et de ce fait, les comptoirs commerciaux sont faciles à attaquer par bateau. Alors, il suffit d'avoir un ou plusieurs navires bien équipés en canon pour attaquer à l'intérieur d'une journée le comptoir commercial, s'emparer des richesses et s'enfuir aussi rapidement. Alors donc, peu de garnisons, peu de possibilités de faire face à ces attaques surprises. L'Empire portugais va rester fragile tout au long de son existence. Et c'est comme ça que les comptoirs portugais vont être rapidement attaqués par les Espagnols et puis plus tard par les Hollandais et par les Anglais. Alors éventuellement, les autres puissances d'Europe vont se partager les dépouilles de ce qui va rester de l'Empire portugais. Alors donc, dès la fin du 16e siècle, plusieurs comptoirs portugais vont être abandonnés. Par contre, la colonie du Brésil va demeurer. Alors, on va continuer à aller chercher du thé, du cacao et de la canne à sucre. L'Empire espagnol, pour sa part, sera beaucoup plus solide que l'Empire portugais. Pourquoi? Parce qu'il sera de nature continentale. Je m'explique, c'est que les Espagnols, pour des raisons qui leur appartiennent, vont conquérir l'intérieur des terres en Amérique. Hein? Donc, l'attrait de l'or que possèdent les Aztèques ou les Incas va les amener à attaquer à l'intérieur, attaquer plusieurs populations et s'emparer des territoires par la même occasion. Et donc, à l'intérieur de l'Amérique, l'Amérique du Sud s'entend, il y aura davantage de garnisons espagnoles garnies de soldats et donc beaucoup plus difficiles à attaquer. Alors, ça donnera à l'Empire espagnol des bases beaucoup plus solides pour résister aux attaques et aux différents problèmes qui pouvaient arriver ici et là. Et évidemment, le contre-coup de tout ça, c'est que les populations précolombiennes qui habitaient en Amérique avant l'arrivée des Européens, donc ces populations-là qui avaient atteint dans certains cas un niveau de civilisation extrêmement intéressant, ces populations-là vont être détruites sans pitié. Je parle ici des Aztèques, des Mayas et des Incas qui perdront le statut d'entité politique pour devenir dépendantes de la puissance espagnole. Et donc, les conquistadors dont j'ai parlé dans la capsule précédente, notamment Cortés ou Pizarro, alors donc ces conquistadors vont s'adonner au pillage et au massacre de plusieurs populations dans le but de s'approprier l'or. Et les populations locales seront donc soumises assez rapidement. Et par la suite, comme la population décroît à bien des endroits à cause des violences, mais aussi à cause des maladies inconnues des Américains à l'époque et importées d'Europe et d'Asie aussi, alors la population locale diminue beaucoup et des colons espagnols vont s'installer et exploiter le pays. Alors on en profite pour introduire des plantes nouvelles pour les Américains, notamment la canne à sucre, le riz et bien d'autres, hein, la vigne également. Et donc, on introduit des plantes nouvelles, des animaux venant d'Europe, comme les bovins, comme le mouton, etc.
Et donc, on commence également à exploiter les gisements d'or et d'argent qui existent en Amérique du Sud et on utilise l'aide des populations locales qui sont tournées en esclavage. Mais comme je l'ai dit, à cause des maladies, des mauvais traitements, des différentes violences, la population locale, la population autochtone décroît dramatiquement. Certaines sont même carrément anéanties. Un bel exemple, belle, c'est peut-être un mot un peu fort, mais donc un exemple typique, c'est celui du Mexique, où est-ce qu'il y avait une population qu'on estimait à environ 20 millions avant l'arrivée des Européens. À l'intérieur de 50 ans seulement, cette population va passer de 20 millions à seulement 1 million. C'est assez dire à quel point les grandes découvertes vont être une grande tragédie pour les populations qui habitent en Amérique. Et évidemment, l'inconvénient pour les Espagnols qui s'emparent des territoires, mais qui voient les Mexicains mourir comme des mouches, les Mexicains et tous les Sud-Américains, les Autochtones, eh bien, c'est qu'on manque de main-d'œuvre pour travailler dans les champs de canne à sucre, on manque de main-d'œuvre pour travailler dans les mines. Et de ce fait, on va procéder à l'importation de travailleurs qui viennent d'ailleurs. Il y aura des travailleurs libres, mais la majorité d'entre eux, malheureusement, et c'est un des plus grands drames de l'histoire de l'humanité, c'est qu'on va introduire en Amérique du Sud de nombreux esclaves noirs, alors qu'ils proviennent d'Afrique. Alors rappelons-nous que l'Afrique était un immense continent qui n'était pas uni, où est-ce qu'il y avait beaucoup de guerres entre les différents rois et les différents royaumes qui existaient en Afrique. Ces guerres donnaient lieu à des prisonniers de guerre qui à l'occasion, ont été vendus carrément aux Européens qui offraient des sommes intéressantes. Alors, ces esclaves qui proviennent d'Afrique vont être transportés par bateau, généralement dans des conditions absolument déplorables, dramatiques. Alors donc, on les encase dans des conditions de promiscuité et d'hygiène absolument épouvantables. Et ceux qui survivent au voyage pour se retrouver dans le Nouveau Monde vont être coupés de leurs racines, coupés de leur langue, parce qu'on a tendance à mettre ensemble des esclaves qui ne proviennent pas du même lieu, qui ne parlent pas la même langue, pour éviter qu'ils se parlent facilement entre eux et veuillent se révolter. On les rebaptise avec des nouveaux noms pour les couper de leur identité et de ce fait, on les contrôle mieux et ça va être la nouvelle main-d'œuvre qu'on va employer dans les colonies. Et c'est ce qui va donner lieu au commerce triangulaire. En quoi consiste le commerce triangulaire qui va être utilisé par les Espagnols, mais par les Portugais également, par les Français et les Anglais, donc toutes les puissances européennes coloniales? Alors, c'est que on amène des marchandises jusqu'en Afrique dans des bateaux et en échange de ces marchandises qui intéressent les Africains, on va acheter des esclaves qu'on met maintenant dans le fond de la cale à la place des marchandises et on transporte ces esclaves jusqu'au Nouveau Monde où de là, on va commencer à les faire travailler et les navires qui sont désormais vides de leurs marchandises serviles, on les remplit de produits typiquement américains comme du rhum, de la cassonade ou de la mélasse qu'on va ensuite ramener en Europe. Alors, c'est ça le commerce triangulaire, donc sous la forme d'un triangle. C'est la forme géométrique qui cache le drame immense de ces populations africaines qui vont être déracinées de chez elles. Et de ce fait, grâce à ce commerce, l'Espagne va s'enrichir considérablement, d'abord en faisant main basse sur les immenses richesses en or et en argent des populations incas ou aztèques, mais en plus donc en s'emparant du territoire, en y installant des cultures de plusieurs types qui vont contribuer donc à un commerce immense qui va enrichir l'Espagne. Et l'Espagne va devenir le plus puissant royaume d'Europe à cette époque-là. Et on en profite aussi, évidemment, pour christianiser les populations, volontairement ou non, dépendant du contexte de chaque région. Alors, c'est ce qui explique pourquoi l'Amérique du Sud, entre autres, va être très majoritairement chrétienne et catholique à cette époque-là. C'est suite aux efforts d'évangélisation des Espagnols et aussi des Portugais pour ce qui est de la zone du Brésil. Et c'est ce qui va donner naissance à ce qu'on appelle désormais l'Amérique latine. Mais j'ai parlé précédemment de la fragilité
de l'Empire portugais. Et effectivement, vers 1580, Philippe II d'Espagne, donc le roi d'Espagne, va finir par annexer le Portugal. Et par la même occasion, il va aussi annexer son empire colonial. Et donc, c'est la fin du monopole du Portugal en Asie et la région commence à ce moment-là à intéresser d'autres concurrents, notamment les Hollandais. Et ça va être la base de la naissance de l'Empire hollandais. Il faut se placer dans le contexte de cette époque-là. Les Hollandais qui viennent des Pays-Bas, les Pays-Bas, à cette époque, étaient depuis plusieurs décennies sous le contrôle espagnol, à l'époque de Charles Quint. Sauf que, rappelez-vous ce que nous avons vu précédemment à propos des guerres de religion, de la réforme protestante, alors les Pays-Bas vont se convertir au protestantisme et ils vont éventuellement déclarer leur indépendance face à l'Espagne. Pourquoi? Parce que l'Espagne est à l'époque le pays le plus catholique d'Europe, alors que les Hollandais se déclarent protestants. Alors, il y a un conflit inévitable entre les deux et les Hollandais, pour pouvoir vivre pleinement leur foi, décident de déclarer leur indépendance face à l'Espagne. Le problème qui advient par la suite, outre les violences qui vont en résulter, c'est que du coup, les Hollandais ne peuvent plus acheter leurs épices à Lisbonne, la capitale du Portugal, parce qu'elle est maintenant sous contrôle de l'Espagne. Alors donc, il n'est pas question pour eux d'aller acheter des épices auprès des Espagnols ou auprès des Portugais. Et donc, cela force les Hollandais à trouver eux-mêmes leurs épices par leurs propres moyens. Et c'est ce qu'ils vont faire. Alors donc, ils décident d'aller chercher eux-mêmes leurs épices en Asie et par le fait même, ils vont s'emparer de certaines possessions qui étaient sous le contrôle des Portugais pas si longtemps auparavant. Donc, ils vont s'emparer notamment de l'île de Ceylan, de l'île de Java en Indonésie, et ils vont installer également des relais un peu partout autour de l'Afrique, notamment au Cap, à l'île Maurice, etc. Et donc, un petit empire est en train de se faire, de se créer au profit des Hollandais. Et dans cet empire naissant, un immense trafic va donc s'organiser à leur profit. Alors, on assiste par la même occasion à la fondation de la Compagnie des Indes orientales, qui a lieu en 1602, donc une compagnie privée qui jouit du monopole du commerce en Asie chez les Hollandais. Et donc, des marchandises vont transiter de l'Asie à la Hollande, que ce soit du poivre, des épices en tout genre, le café, le thé, des soieries, la porcelaine venant de Chine. Donc, un empire naissant et extrêmement fructueux pour les Hollandais. Parallèlement à cela, les Français et les Anglais, quant à eux, vont installer des colonies de peuplement en Amérique du Nord. Parlons d'abord des Français qui vont installer une faible colonie de peuplement dans la vallée du Saint-Laurent et qu'on va appeler la Nouvelle-France. Alors, cette Nouvelle-France commence avec l'établissement de Samuel de Champlain à Québec en 1608. Alors, pourquoi Samuel de Champlain a choisi cet emplacement en particulier? Pour trois principales raisons. D'abord, Québec, c'est un endroit stratégique de tout premier ordre parce que c'est l'endroit où le fleuve rétrécit. C'est même là l'origine du mot autochtone de Québec. Et donc, c'est l'endroit le plus facile à défendre pour des colons parce que dans la région de Québec, on peut, en installant des canons aux bons endroits, empêcher n'importe quel bateau de traverser. Les canons se rendent d'un bord à l'autre du fleuve, ce qui n'était pas le cas auparavant dans les régions plus en aval, parce que le fleuve est beaucoup plus large dans ces régions. Donc, Québec est l'endroit par excellence pour défendre l'accès au fleuve. D'autre part, c'est que en s'installant à Québec, Samuel de Champlain se rapproche du commerce de la fourrure, qui va être la principale marchandise qui va transiter par le biais de la Nouvelle-France. Donc, il est très proche des populations autochtones qui sont capables de l'approvisionner. Et d'autre part, il s'agit aussi de nourrir la population qu'on vient d'établir, la population de colons qu'on établit à Québec. Et pour ça, ça prend une agriculture prospère. Or, les terres de la vallée du Saint-Laurent sont très fertiles. Alors, avec un certain travail, on est en mesure de nourrir la colonie. Alors, pour ces trois raisons, Samuel de Champlain va faire un choix judicieux en s'installant à Québec. Mais
On l'a vu, la colonie repose essentiellement sur le commerce de la fourrure. Et c'est peu, en bout de ligne, comme ressource. Et la colonie se développe très lentement et attire peu de colons. Parce que d'une part, le commerce de la fourrure ne nécessite pas beaucoup de gens pour le recueillement, surtout qu'on compte sur l'appui des populations autochtones pour fournir cette fourrure. Et d'autre part, le climat au Québec, il faut le bien dire, est rigoureux et donc extrêmement difficile à vivre, surtout pour des populations européennes qui ne sont pas habituées aux conditions climatiques de cette région. Alors, c'est pour cette raison que, entre autres, que la population va croître extrêmement lentement. Il y a aussi le fait que le roi de France, Louis XIV, en la personne du ministre Jean-Baptiste Colbert, va interdire la transformation de produits. Comme par exemple, on établit le commerce de la fourrure en Nouvelle-France, mais on interdit de créer des manteaux ou des chapeaux à partir de cette fourrure pour les vendre ensuite en France. L'idée étant que si on commence à transformer la fourrure sur place, on va concurrencer les industries de la France. Alors, la Nouvelle-France est condamnée par la monarchie française à fournir seulement des matières premières et à exercer aucune transformation de produits. Ce qui fait qu'on a besoin de très peu de main-d'œuvre en Nouvelle-France, et parce qu'on produit seulement des matières premières, et de ce fait, la population, encore une fois, va croître très lentement. Et donc, la Nouvelle-France, durant toute son histoire, restera sous-peuplée. Du côté des Anglais, on va établir des colons plus au sud sur la côte atlantique. Les débuts seront extrêmement difficiles, mais les colonies deviendront éventuellement prospères, notamment avec la culture du tabac au sud. Il faut préciser que les premiers habitants vont pouvoir survivre, entre autres, avec l'aide des Autochtones, qui regretteront peut-être ensuite l'aide qu'ils auront fournie à ces gens nouveaux. Et donc, pour toutes sortes de raisons, notamment le fait que le climat soit beaucoup moins rigoureux, la population, les populations anglaises des colonies plus au sud vont croître beaucoup plus rapidement. Il y a aussi le fait que l'Angleterre était occupée avec toutes sortes de problèmes internes, des problèmes dynastiques, des problèmes de guerre de religion chez elle. Alors, elle n'a pas pu faire vraiment comme le roi de France et interdire la transformation de produits en Amérique. Elle l'a fait en fait, mais elle n'a pas pu surveiller. Alors très rapidement, les colons anglais vont prendre beaucoup de liberté et vont faire de la transformation de produits, quelque chose qui ne pouvait pas être fait par les colons français. Alors évidemment, les colonies anglaises vont attirer beaucoup plus de colons parce que les opportunités seront plus nombreuses, en plus du fait que le climat est beaucoup moins rigoureux. Tout ça va faire en sorte que les populations des colonies anglaises vont croître beaucoup plus rapidement que du côté français. Alors, ça se voit déjà en 1713, où est-ce que il y a déjà 350 000 habitants dans les colonies anglaises sur la côte atlantique, alors qu'il n'y a que 25 000 habitants en Nouvelle-France. Et l'écart se creuse par la suite. En 1760, au moment de la conquête de la Nouvelle-France, il y a 1 million d'habitants dans les colonies anglaises, alors qu'il n'y en a que 60 000 du côté français. Alors, aussi bien dire que la conquête de la Nouvelle-France par les Anglais n'était qu'une question de temps. La loi du nombre a fini par prévaloir. Et évidemment, en plus, les colons anglais qui se sentent freinés par la possession de territoires des Français qui, en explorant pour la fourrure, ont fini par s'emparer de la plus grande partie du territoire. Donc, les colons anglais qui veulent davantage de territoire se sentent étouffés par les Français et donc ils vont encourager beaucoup l'État anglais à faire la guerre contre la France pour la possession de l'Amérique du Nord. Éventuellement, l'Angleterre va faire un plan en 3 étapes, en la personne de William Pitt, le ministre de l'Angleterre de cette époque. Alors, on décide en 3 étapes de s'emparer de la Nouvelle-France. Ça va se faire d'abord par la chute de Louisbourg en 1758. Louisbourg, qui était la forteresse française qui défendait l'accès au golfe du Saint-Laurent. Ensuite, l'année suivante, en 1759, on va s'emparer de Québec. C'est la fameuse bataille des plaines d'Abraham, en contrôlant Québec, on
contrôle l'accès au fleuve, il ne restait plus qu'à contrôler le commerce de la fourrure. Ça se fait avec la prise de Montréal l'année suivante, en 1760, où est-ce que Montréal, qui était la principale plaque tournante du commerce de la fourrure à l'époque, elle tombe sous les mains des Anglais et à partir de ce moment-là, les Français ne peuvent plus contrôler du tout la Nouvelle-France. Elle va passer sous la dépendance anglaise. Et c'est concrétisé lors du traité de Paris en 1763, où est-ce que la France renonce à sa colonie de Nouvelle-France, et donc c'est la fin de l'aventure française en Amérique, du moins l'aventure officielle, mais beaucoup de colons français vont décider de continuer à habiter. Ah, donc ce sont les ancêtres d'une grande partie des Québécois d'aujourd'hui. Alors, c'est comme ça que, éventuellement, les différentes puissances européennes, principalement donc le Portugal, l'Espagne, la France, la Hollande et les Anglais, s'emparent de plusieurs possessions à travers le monde. Ils vont profiter en cela de la supériorité de leurs navires, la supériorité de leurs canons, le fait de pouvoir compter sur des chevaux qui n'existent pas en Amérique, et donc un meilleur acier de façon générale, en plus du fait de profiter aussi de l'effet des maladies qu'ils importent par la même occasion dans le Nouveau Monde. Et donc, où est-ce que les Autochtones vont mourir comme des mouches dans certaines régions. Alors, tout ça va contribuer à asseoir la puissance des royaumes européens en Amérique et ailleurs également dans le monde. Alors, c'est le début des puissances coloniales. Par la suite, l'Empire portugais va s'effondrer, l'Empire espagnol va connaître un certain déclin, mais la nature horreur du vide, les empires français et anglais vont finir par prospérer davantage pour devenir les principales puissances coloniales par la suite. Mais le fait est que désormais, l'Europe règne sur une bonne partie du reste du monde.